On laisse peut-être, si je peux me permettre, votre alter Lauriane. ego Parfait. assistante équipière à vous. Son bras droit ou son bras gauche selon les jours. Voilà. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être connectée depuis le showroom de Sophia pour illustrer un petit peu tout ce que Anne nous a expliqué. Donc, je vais partager un peu les cas d'usage et surtout, on va regarder la différence entre la réalité augmentée, la réalité mixte, la réalité virtuelle pour vous acculturer un petit peu aussi à ces technologies que Anne mentionnait. Donc, ici, on parlait notamment d'expériences dans le métavers, d'expériences pour le consommateur et d'hyper-personnalisation. Donc, ce qu'on a fait avec Pandora, donc Pandora qui est créateur de bijoux fantasy, c'est qu'ici, on utilise la réalité augmentée pour hyper personnaliser les produits qu'on souhaite vendre aux consommateurs. Et l'idée, c'est vraiment qu'on utilise donc son smartphone ou son iPhone pour visualiser en réalité augmentée, donc juxtaposer les bijoux qu'on voudrait utiliser et consommer et acheter sur son poignet avant même qu'il soit délivré à la maison ou bien dans le métaverse. Et donc ici, on peut vraiment ultra personnaliser jusqu'à la délivrerie à la maison. Si on se projette dans le métaverse, on peut aussi se dire que mon bracelet ou ma boucle d'oreille peut être un support pour mon avatar dans le métaverse. Et dans ce cas, on est sur la partie plutôt authenticité du produit et NFT de l'objet. Un autre exemple que je voulais mentionner aussi, c'est la représentation qu'on a dans le métaverse. Et ici, vous avez un exemple de MetaHuman. Donc, qu'est-ce qu'un MetaHuman? C'est ma représentation dans le métaverse dans le futur. Et ici, vous voyez que presque on s'y tromperait parce que elle limite vraiment toutes les expressions faciales que je pourrais avoir dans la vraie vie. Donc, ici, elle cligne des yeux, elle sourit, presque même ses cheveux peuvent bouger. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est très fidèle en termes de contenu, haute fidélité et très réaliste. Et je vais rezoomer sur Anne qui ici est en train de jouer un petit peu avec sa représentation de son avatar, donc encore une fois emprunté à l'univers du gaming, donc simplement en utilisant une application sur le téléphone. Vous voyez que son MetaHuman en face fait exactement toutes les représentations et toutes les mimiques qu'elle fait dans la vraie vie. Elle bouge la tête, peut tirer la langue, avoir l'air étonné. Alors ici, son MetaHuman a des lunettes, donc on voit pas trop, mais vous voyez qu'elle sourit et toutes les représentations sont faites en temps réel. Je continue avec un autre cas d'usage et une autre illustration du métaverse, notamment appliqué à la collaboration quand on veut designer un produit. Et on s'est penché sur ce cas d'usage il y a déjà plusieurs années. L'idée, c'est de créer un produit et collaborer entre designers à distance en réalité virtuelle. Donc là, vous voyez la petite enceinte connectée que Anne a dans la main. Eh bien, tout simplement, les designers se sont connectés dans cet espace virtuel en 3D avec des caisses de réalité virtuelle pour visualiser ce produit en 3D. Donc là, vous voyez que l'enceinte connectée est totalement explosée. On peut changer la matière, changer la couleur. On peut même, grâce à la digitalisation des sens, entendre le son que l'enceinte pourrait créer une fois qu'elle sera manufacturée et produite. Donc ici, on est vraiment sur une expérience de design produit et de collaboration à distance qui est augmentée grâce aux nouvelles technologies. Et on pourrait aussi appliquer ce cas d'usage à l'univers de la pharmacie ou de la life science. Donc Anne, si tu prends la, désolée, c'est mes mains là maintenant, c'est l'inverse, à l'univers de la pharmacie et des sciences. Ici, on regarde comment utiliser la réalité virtuelle pour améliorer un médicament et une molécule qui va traiter la migraine. Donc ici, on va jouer avec la molécule que vous pouvez prendre, retourner, etc. en 3 dimensions. Et on va jouer sur les peptides qu'on veut ajouter à cette molécule et voir en temps réel l'efficacité que la molécule et que le médicament va avoir sur le traitement de la migraine. Donc ici encore, on visualise encore mieux quelque chose qui n'est pas forcément tangible dans le monde physique, hein, parce qu'attraper une molécule dans le monde physique, c'est pas forcément très simple. Mais ici, grâce aux nouvelles technologies et à la réalité virtuelle, on peut avoir des nouvelles sensations, des nouvelles types d'expériences.
Voilà, je reprends la main ici pour continuer sur la partie expérience des nouveaux collaborateurs et onboarding. Donc Anne vous en a parlé, hein, chez Accenture, on a créé notre propre métaverse pour onboarder nos collaborateurs. Donc ici, vous voyez, c'est One Accenture Park, c'est notre métaverse propre chez Accenture dans lequel on va être tous représentés sous forme d'avatar. Alors, je vais vous montrer un petit peu mon avatar à moi, hein, en mode selfie. Vous allez me dire s'il est très fidèle ou non. L'idée, c'est vraiment que, en tant que new joiner, on puisse retrouver des moments informels dans cet espace, mais aussi collaborer à distance avec des experts comme Anne. Donc, peut-être que dans quelques semaines, elle fera sa présentation sur le métaverse aux new joiners dans cet espace qui est collaboratif et qui est surtout en 3D. Je vais continuer avec une notion encore de jumeaux numériques et puis je vais rejoindre un de mes coéquipiers aujourd'hui dans la maison connectée pour parler d'un cas d'usage qui a été exploré il y a bien 2 ans et demi avant la pandémie. Ce cas d'usage, ça s'appelle la téléportation, à savoir être à d'autres endroits sans avoir besoin de me déplacer. Et donc ici, on retrouve cette notion de jumeaux numériques du showroom à Sofia. Alors, vous m'excusez pour l'effet un petit peu Inception, parce que vous regardez un écran dans un autre écran. Tout simplement, c'est une plateforme collaborative en 3D où on peut se retrouver et où on est tous représentés sous forme d'avatar. Donc ici, vous voyez mon petit avatar gris. Et Hugo, si tu me rejoins un petit peu proche de l'écran, on va voir aussi ton avatar. Et comme vous voyez, donc Hugo est connecté avec un casque de réalité virtuelle, donc ses mouvements sont un peu plus fluides, alors que moi, je suis simplement connectée avec une version 2D d'un ordinateur assez classique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le son est totalement spatialisé. Donc aujourd'hui, par exemple, sur GoToMeeting, on parle tous en même temps à Anne et elle prend toutes les questions en même temps. Dans cet espace, si je me rapproche un peu plus de Hugo, on va pouvoir avoir des conversations en one-on-one, un petit peu en communauté privilégiée. Alors que si on s'éloigne l'un de l'autre, on entendra bien moins le son. On peut aussi présenter du contenu, hein, donc type slide, PowerPoint et autres vidéos. Et puis, si je m'approche un petit peu plus de la zone industrielle, et je vais spoiler le reste de la visite, mais l'intérêt, c'est aussi qu'on puisse montrer nos travaux de R&D à distance dans cette plateforme collaborative. Et notamment, pendant la pandémie, on ne pouvait plus accueillir des clients, montrer nos travaux de R&D dans le showroom physique. Donc, on a utilisé ce type de plateforme pour montrer nos travaux autour de la création du jumeau numérique en utilisant les 3D scanners. Donc là, vous voyez un petit peu ce type d'animation en 3D avec lesquelles on peut interagir et vous montrer tout simplement les assets qu'on peut explorer à Sophia Antipolis. Je continue simplement sur cet environnement rapidement. L'idée, c'est qu'on puisse aussi donc se téléporter dans d'autres environnements. Par exemple, Hugo et moi, on pourrait se téléporter dans le bureau de San Francisco, d'Accenture à San Francisco, et être dans cet environnement aussi collaboratif et virtuel. Donc là, vous voyez Hugo interagit avec un casque de réalité virtuelle. Tu peux bouger tes mains et en parallèle, on voit son petit avatar ici sur l'écran. Voilà, je continue avec un exemple aussi d'objets intelligents parce que Anne vous a dit, hein, notre vision du métavers, c'est pas uniquement la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. C'est aussi le monde qui est programmable, le monde qui est de plus en plus intelligent et qui va capturer de plus en plus de données, notamment, par exemple, je ne sais pas si vous êtes familier avec la Oura Ring. Donc là, vous voyez à mon doigt, moi j'ai une petite Oura Ring qui capture en temps réel mes données autour de la santé, à savoir est-ce que j'ai bien dormi, mon rythme cardiaque, me proposer aussi tous les soirs un horaire auquel je vais pouvoir me coucher pour être plus en forme le lendemain. Et encore une fois, on est dans cette amélioration de l'expérience, la capture de données en temps réel et alimenter ce jumeau numérique aussi du patient, parce qu'on a parlé juste avant du jumeau numérique d'un espace, mais sachez que le jumeau numérique du patient est aussi une notion qu'on regarde et surtout qui est alimentée par toutes les données qu'on peut capturer en temps réel par ces outils et objets intelligents. Voilà. Je pense qu'on va faire un petit point temps parce que je sais qu'on arrive peut-être à la fin de votre réunion. Donc Anne-Marie, qu'est-ce que ce qu'on vous disait d'abord, vraiment, alors là, on est complètement fascinés, c'est complètement génial votre truc et votre équipe, et merci à toutes les deux. Donc on a vraiment envie d'en savoir plus. Alors
on est en train de passer du stade un tout petit peu moins nul à quand même d'un grotesque, mais on progresse. Et mon président, que je ne traiterai pas de nain grotesque, a quand même une question à vous poser. Donc Jacques, à vous. J'ai écrit des questions, mais elles se sont petit à petit éclaircies avec la projection sur l'aspect responsible. Mais c'est sur l'aspect responsible que je voudrais euh, insister un instant en disant, quand on a inventé l'automobile, elle allait se développer. Quand on invente le métavers, il va se développer. Mais à côté du producteur d'automobile, il est arrivé des gens qui sont occupés de signalétique routière, de limitation de vitesse, d'auto-école. Ou si je fabrique des pommes, j'ai quand même le service de répression des fraudes qui intervient. Alors ces aspects qui, à mon avis, ne sont pas anti-métavers et anti-développement, mais qui sont commencés à percevoir quel est l'encadrement qui va se créer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet en complément de ce que vous avez présenté tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des gens qui s'en occupent? Est-ce que ça va se développer rapidement? Enfin, voilà. Comment voyez-vous cet aspect responsible? Oui, bah, comme me le soufflait Lauriane pendant que vous parliez, c'est effectivement, on voit apparaître, on va avoir besoin de nouveaux acteurs. Et déjà, avant de parler de l'aspect responsable, par exemple, Lauriane disait, oui, il nous faut des architectes dans ces mondes-là parce que c'est des expériences en 3D. Donc des designers, des architectes. Est-ce qu'on va avoir besoin de police pour justement éviter le harcèlement? Est-ce qu'on va voilà, avoir l'équivalent de ces panneaux de signalisation? Le problème, c'est qu'il n'y a pas une personne identifiée ou une entité identifiée qui va avoir ce rôle-là. Donc c'est pour ça que on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler demain. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces plateformes du métavers sont autonomes. Donc, dans chacune de ces plateformes, on va avoir des signalétiques différentes, des modalités différentes. Et par exemple, je crois que c'est Altspace qui a mis en place cette bulle que je peux activer, qui fait que les autres avatars, ne peuvent pas s'approcher de moi à moins de l'équivalent d'un mètre virtuel. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans chaque plateforme, les propriétaires de la plateforme essayent de trouver des solutions, des règles, des régulations. Comme on sait qu'il va y avoir cette interopérabilité, on sait que ça va devenir poreux et qu'il va falloir appliquer des règles plus générales. Et moi, ce qui me paraît très très compliqué, c'est qu'il n'y a pas de frontière dans le métavers. C'est-à-dire, quand je suis en France et que je passe la frontière pour aller en Suisse, je monte mon passeport et je suis dans un autre pays, d'autres lois s'appliquent. Dans le métavers, potentiellement, je suis dans un espace global. Comment on va gérer que parce que j'ai un passeport français versus un passeport d'un autre pays, ou parce que je suis actuellement présente sur le sol français avec mon casque alors que je suis connectée à cet espace global, comment on va faire pour appliquer des règles différentes? Donc forcément, il va falloir que les pays se mettent d'accord et ça va obliger peut-être la France notamment à accélérer sur ces questions de données, de porosité, d'anonymisation, etc. Parce que les autres vont les tirer et que finalement moi, en tant qu'utilisateur en France, je vais avoir accès à des choses incontrôlables par le système actuel. Donc j'ai pas la réponse, honnêtement. Je sais simplement qu'il y a beaucoup de consortiums qui se créent, comme un peu à l'époque du blockchain. Beaucoup de consortiums qui se créent, des écosystèmes, des entreprises qui se focalisent sur la création de ces standards. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est Inrupt, par exemple, qu'on utilise beaucoup comme exemple parce que c'est une des startups dans laquelle on a investi, qui travaille actuellement à la définition de ces règles-là. Mais c'est pas simple et j'ai pas la réponse malheureusement pour dire ce qui va se passer. J'ai pas de boule de cristal, mais c'est ce qui nous fait penser que effectivement ça va venir, mais il y a beaucoup de travail avant pour que les usages se manifestent. Cela dit, il y a plein de choses qui peuvent se passer aujourd'hui dans les silos de chaque plateforme, qui progressivement vont devenir de plus en plus poreuses, et c'est là qu'on va avoir le contrôle et la régulation, etc. Voilà, j'ai pas de meilleure réponse que ça, malheureusement. Mais juste pour rajouter quelque chose sur ce que vous disiez, Anne, alors vous parlez, qui vous paraît déjà complètement archéo et qui nous paraît demain, et qui était la question sur les blockchains. Il s'est passé en gros, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, même beaucoup plus, la même chose avec les systèmes d'information et autres. Et alors ce qui était très très drôle, c'était de regarder, pardon de dire ça, maintenant il y a prescription, donc je peux le faire, de regarder ce qu'était par exemple la position de la normalisation française sur
les systèmes d'information et où ils entendaient chercher et imposer, je dirais, avec une vision d'État finalement, une vision de bas en haut et d'imposer quelque chose, et que finalement, la France était un peu comme une poule ayant couvé des canards qui tous allaient sur la mare, et en fait les normes sont des normes de fait qui se sont imposées, j'allais dire, de par les grands acteurs et les grands opérateurs qu'on connaît globalement, de logiciels globalement qu'on connaît là maintenant. Je veux dire, vous étiez en barboteuse quand Windows s'est imposé, mais c'était une norme de fait encore une fois, et c'est devenu ensuite une norme légale. Et on a un peu l'impression qu'on aura sans doute le même type de mouvement, le même type de mouvement là-dessus, d'où les investissements et l'intensité des investissements qui sont là. Mais c'est vrai, là je vois la remarque que fait dans votre présentation Lina et d'autres, c'est complètement bluffant votre truc. On est absolument fasciné, hein, et donc up to you aussi pour vous aider à diffuser, parce que on a l'impression à la fois on culpabilise en se disant mif, comment est-ce qu'on n'avait pas vu tout ça avant, alors que vous existiez avant, mais déjà on est vachement content de faire ça, et je pense que l'un des aides et l'un des besoins, c'est que bien sûr il y a les positions des normalisateurs, mais il y a aussi et surtout la connaissance, j'allais dire grand public ou grand public professionnel. Et je vous citerai juste une anecdote. Nous, ça fait oui, encore une fois, de 3-4 ans avec nos tout petits bras qu'on est sur ces questions-là, et donc on avait organisé il y a 3 ans, globalement là maintenant, puisque c'était en janvier 2020 à 2019, je sais plus, quelque chose justement sur nous, ce qui est notre grande obsession et qui était les besoins de données. J'avais demandé, à l'époque, on avait demandé à la fille qui cornaque, j'allais dire, les données de santé à l'OCDE d'intervenir, et qui est une Italienne d'ailleurs, fort géniale, et je lui ai posé à la fin la question apparemment naïve, mais en fait un peu méchante, pour lui demander où est-ce qu'on en est en France et comment est-ce qu'on se positionne en France sur ces questions-là par rapport aux autres pays de l'OCDE. Elle nous avait dit très gentiment, et je pourrais vous ressortir le crowbar, je suis pas sûr que les choses aient évolué, enfin, si espérons depuis. Elle nous a dit, bah écoutez, voilà, en France, alors là, en matière de gouvernance, alors là, vous êtes super bon, hein. Et donc, ce qui est la structuration par RGPD, les trucs et tout, alors vraiment top, mais sur l'autre dimension qu'on suit et qui est la maturité de l'exploitation, ben là vous n'êtes pas vraiment complètement en haut du truc, voilà. Donc bon, c'était remarque là-dessus. Jacques, vous voulez dire Non, moi je suis admiratif devant les compétences que vous avez montrées sur le sujet, et on sent bien qu'il y a des tas de développements. Simplement, j'ai posé une question modératrice sur laquelle je reviens une minute, c'est de dire, ça ne peut pas se développer sans qu'il y ait en même temps un certain degré de contrôle. Et tout à fait. Je vois pas bien pour le moment, tellement c'est porteur et à la fois porteur et complexe, qui va s'en occuper. Par contre, bravo quand même à tous ceux qui développent déjà dans le cadre actuel. Et merci à vous pour ce que vous avez pu nous montrer. Merci. Avec plaisir. Mariana, je suis sûre que vous avez des questions aussi. Alors, si je peux juste me permettre, c'est que je pense que c'est pour ça qu'on voit pas mal d'entreprises qui réfléchissent au cas d'usage en entreprise, peut-être plus à court terme, au sens où dans l'entreprise et dans le cadre, disons, de l'entreprise, c'est peut-être plus simple, entre guillemets, d'imaginer des expériences contrôlées, justement, parce que voilà, on est dans un cadre limité, c'est pas le monde entier, on n'a pas enfin, on a plus de contrôle sur le système lui-même, quoi. Donc, sur le périmètre. Voilà, sur le périmètre et sur qui va se connecter et quel type d'expérience, etc. C'est plus normé, et c'est pour ça que je pense que quand même cette partie-là va permettre d'évoluer sur les questions avant que peut-être ça se généralise par ailleurs en extérieur. Donc ça va s'alimenter des deux côtés en fait, et les usages des consommateurs et le fait que dans l'entreprise on va pouvoir tester des choses peut-être plus abouties en termes de bout en bout, quoi. Voilà. Mais bon, on n'a pas la réponse. Voilà. Et je voudrais juste libérer Gauthier parce qu'il est. Je voudrais libérer Gauthier parce qu'il est dans la plateforme là, parce que je voulais juste pour finir de vous impressionner peut-être. C'était pour dire que nous en R&D on est déjà passé à l'étape d'après en quelque sorte par rapport au métaverse tel qu'on l'imagine. C'est le multisensoriel et comment demain on va augmenter encore l'immersion avec d'autres sens.
soit en réalité virtuelle, soit en réalité augmentée. Mais par exemple ici, et là c'est très futuriste, pour ceux qui ont vu Ready Player One, ils reconnaîtront le tapis. Ici, Gauthier, au lieu de se téléporter avec les manettes du casque, donc normalement pour se déplacer dans les mondes virtuels, on va utiliser une manette. Ici, il marche littéralement dans la plateforme. Et finalement, quand il fait la formation qui est là, une évacuation d'une plateforme offshore, il doit littéralement marcher la distance qui le sépare de la sortie de la plateforme. C'est-à-dire, s'il y a 4 kilomètres à faire pour évacuer la plateforme, il va faire 4 kilomètres. J'exagère, hein, mais tout ça pour dire que on va encore plus loin en termes d'immersion et de simulation du réel pour augmenter encore une fois l'impact de la formation avec tout en monitorant ce que la personne vit, etc. Et là, quand vous voyez ça, derrière rien que ce cas d'usage, il y a déjà tellement de questions aussi normatives, de régulation, de quelles données je vais capturer par rapport à l'employé, sa concentration, etc., qu'on a déjà beaucoup de choses à faire aussi dans ce contexte de l'entreprise. C'est incroyable, hein. Bravo, merci à vous, merci, c'est incroyable. Gauthier. Mariana, une dernière question. Alors, c'est vraiment Noël pour nous, hein, grâce à vous, merci. C'est clair, c'est clair. Elle est peut-être un peu stupide ma question, mais en fait, je suis tellement étonnée, sidérée de voir mes collègues quand j'évoque le métavers comme étant presque une lubie de ma part ou comme si je parlais de science-fiction, alors que clairement, en fait, les cercles interentreprises auxquels je participe l'évoquent de plus en plus comme étant un avenir proche. Je ne sais pas comment sensibiliser. Donc, en fait, ma question porte sur voilà, comment est-ce que d'abord, est-ce qu'il existe des cercles dans lesquels vous évoluez, Anne, Accenture, d'entreprises qui est déjà bien en avance sur ce sujet et dans lesquels vous traitez spécifiquement de ces sujets-là, ou est-ce qu'il y a une espèce de structure commune et à la rigueur à laquelle je pourrais je pourrais encourager certains représentants de l'entreprise à laquelle je travaille à s'intéresser, ou est-ce que vous avez des supports je pense que tout va s'accélérer très très vite, mais est-ce qu'il existe déjà des choses? Je suis un peu fatiguée d'être celle qui a l'air d'être à côté de la plaque toute seule. Non, mais je vous rassure. C'est génial. Parenthèse avant que vous répondiez, Anne, parenthèse, c'est que nous, on a très envie de continuer avec vous là-dessus, et notamment avec des écoles ou avec des milieux un peu particuliers, parce que, par exemple, ce que vous venez d'évoquer avec votre, j'ai pas en mémoire le nom de votre collègue là qui est intervenu là en simulation d'évacuation d'une plateforme offshore, c'est incroyable. Donc il y a plein de trucs. Enfin, on en discute après, mais merci en tout cas Mariana aussi de votre question, parce que je pense que les choses vont progresser aussi comme d'habitude par la connaissance et par la diffusion. Donc merci. Pardon, je vous laisse la parole Anne, et puis on va se sauver parce que je vois que Dominique veut se sauver. Donc bon. Oui. Vous êtes complètement génial. Hein. Merci. Non, sur les cercles, bien sûr, il y a beaucoup de groupements. Alors moi, je suis pas impliquée vraiment localement dans des cercles métaverse français, si ce n'est là récemment avec le lancement de l'Académie du métavers à Nice avec Simplon. Vous savez, en fait, toute la problématique des compétences autour de ces sujets-là, finalement, sont pas couvertes par toutes les écoles d'informatique qui accélèrent cette partie-là, mais notamment la 3D. On a des compétences qui sont complètement différentes de ce qu'on avait avant, et donc il se crée des formes de formation alternatives sur les sujets autour du métavers. Mais cela dit, moi, ce que je vois, c'est que effectivement beaucoup de personnes ne s'y intéressent pas, parce que c'est un peu comme avant le Covid, quand on a sorti notre plateforme de téléportation. Ah oui, c'est joli, mais qui est-ce qui va Enfin, ça sert à quoi C'est quand même plus sympa d'aller à San Francisco en vrai, de visiter le lab en vrai, etc. Avant le Covid, donc tout le monde trouvait ça sympa, mignon, mais bon, est-ce qu'on va s'en servir? Avec le Covid, on a été les seuls à pouvoir continuer à faire des tours virtuels grâce à nos outils caméra et grâce à cette plateforme en question. Et tout à coup, c'est devenu beaucoup moins futile comme outil. Pareil pour la plateforme d'onboarding, on a l'air un peu idiot avec nos avatars cartoon, mais finalement, ça permet de taper l'épaule du collègue qui vient de commencer à Dublin, alors que moi, je suis à Sofia, etc., etc. Donc, moi, je vois beaucoup de sceptiques tout le temps parce que les gens ne voient pas, ne voient que la réalité virtuelle, premièrement, et se disent moi, je veux pas être toute ma journée en réalité virtuelle, ça a aucun sens. Donc, ce que je dirais, ce qu'il faut surtout faire passer comme message, c'est que le métavers, c'est un mot qui génère beaucoup de débats, etc. Mais pour moi, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. À la limite, moi, je préférais qu'on arrête de l'appeler métavers, parce que pour moi, c'est
C'est vraiment juste un signal et derrière, c'est tout ce que ça implique ou tout ce que ça toutes les raisons qui ont fait qu'on en parle. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, l'accélération des technos, l'arrivée à maturité d'un certain nombre de ces technos qu'on a incubés, l'adoption qui s'est accélérée grâce au Covid ou à cause du Covid, on saura jamais. Et finalement, cette évolution d'Internet qui arrive et qu'on en est au début. Donc, il faut aller au-delà du casque de réalité virtuelle, il faut aller au-delà de Meta, il faut aller au-delà de la spéculation sur les NFT. Il faut voir ça comme l'évolution d'Internet et que, comme pour le digital, nous, on a calculé que les personnes qui ont enclenché leur transformation digitale plus tôt que les autres ont un gap de compétitivité de x2 par rapport à leurs compétiteurs qui ont commencé plus tard. Après le Covid, ce gap, c'était 5, c'est-à-dire quelqu'un qui est en avance digitalement par rapport à une autre avait 5 fois les revenus, le succès que ses compétiteurs. Et avec le métavers, ça va être pareil. Ceux qui commencent aujourd'hui auront de l'avance et vont creuser le fossé va se creuser hyper rapidement, comme pour le digital, voire encore plus rapidement. Donc je dis pas que ça va convaincre, mais surtout ce qu'il faut dire, non, mais le métavers c'est un terme. Derrière le métavers, c'est en fait l'arrivée à maturité de ces technos et une nouvelle évolution de l'internet. Et c'est comme ça qu'on ouvre le débat. Et la Tech Vision dont je mentionnais tout à l'heure l'existence, elle existe, vous pouvez l'utiliser. Il y a une version même Summer résumée et ça évoque cette définition et ce regard qu'on a sur le métavers. Vous pouvez vous en servir librement. Merci beaucoup, Anne. Merci infiniment. Super, effectivement, ce qui sera bien et ce qu'on essaiera d'aider, c'est d'aller en exemple de logique UX, nous, ce qui est notre truc avec nos UX forums, et qui est logique utilisateur, montrer ce qui est fait. Et voilà, merci Dominique. Hein. Montrer ce qui est fait, montrer ce qui est possible. Bravo. Alors on va vous applaudir parce qu'il est 44. Hein. Et donc, super, bravo, merci à vous tous et aux fidèles là, Jean-Marie, Lina, Christine, Claire et Mariana qui a une super caméra et vous tous, et c'est absolument passionnant. Donc ce que je vous propose, c'est que, je sais pas, vous devez être en plus complètement speedé, mais ça y est, moi j'ai plein d'idées justement pour aller dans le sens de Mariana. On regarde Mariana, on en reparle après pour diffuser, parce que je dis qu'encore une fois, moi je suis né le jour de la Saint-Thomas, c'est-à-dire que je crois que ce que je vois, mais je pense que tout le monde est pareil, et donc on a besoin de toucher et de vous voir, et c'était vraiment génial. Merci de votre temps, Anne, hein, vraiment, bravo. Avec plaisir. Et Lauriane et tout ça, et Christine et merci Anne-Marie d'avoir Merci à vous. Merci. Et on rend à César ce qui est à César, Anne, puisque c'est grâce à Jérôme Chemin que je vous ai connu. Donc, tout à fait. Et on captera positivement, et c'est génial. Je dis, on se sent un tout petit peu plus avancé, mais quand même encore un peu nain, quoi. Mais on va progresser, on va grandir. Merci à vous tous. Merci beaucoup, au revoir. Merci, génial. Et c'est Lauriane, c'est ça, hein. Donc vous nous m'enverrez son truc qu'on lui mette oui, Lauriane. Oui, c'est ça.